Moi, je vais vous faire un petit talk sur les architectures front-end. On va voir un petit peu au cours de ce talk euh, les différentes architectures et les techniques de rendu. Je voulais parler des techniques d'hydratation, mais je me suis rendu compte que ça allait faire un peu beaucoup. Donc finalement, ce sera peut-être pour une prochaine fois. On va déjà se concentrer du coup sur ces deux points-là. Avant de commencer, du coup, moi, je m'appelle Tony Cabaye. Donc, je suis expert technique chez Smile, en gros sur toute la partie front-end, JavaScript, etc. Et je vais venir intervenir principalement en support sur les projets pour les aider, pour les accompagner, pour faire de la formation, de l'audit, ce genre de choses. Et justement, dans les différents audits que j'ai pu faire, j'ai vu des choses qui n'étaient pas toujours très très clean. Et donc, je me suis dit, bon, on va parler un petit peu de ces différentes architectures-là. Ça permettra peut-être de cadrer un petit peu, on va dire. Donc, pour les architectures, je vais vous présenter 4 architectures. Alors, je pense que vous les connaissez toutes, mais on va parler un petit peu en détail de ces différentes architectures, voir un petit peu les pour, le contre de ces différentes architectures-là. Donc, la première dont je voulais vous parler, c'est ce qu'on appelle la MPA, donc le Multi-Page Application. C'est un peu l'architecture old school. Hein. Il y a 10 ans, tous les sites étaient faits comme ça. Quand on va charger une page, on va aller interroger le serveur qui va lui faire sa tambouille, etc. et qui va ensuite du coup nous renvoyer le HTML que le browser va afficher. Ça se passe pour toute navigation aussi. Dès que je vais cliquer sur un lien, du coup, la même processus va se réenclencher et on va réinterroger le serveur, etc. Avec ce genre d'architecture-là, on avait aussi du coup on va dire du coup des spécificités qu'on mettait en place, par exemple sur la gestion des formulaires, ce genre de pattern par exemple, qu'on appelle du coup du post-redirect get, où quand on soumettait un formulaire, en fait on soumettait le formulaire au serveur qui, encore une fois, traitait la demande, ensuite faisait une redirection que le browser du coup allait interpréter, et ensuite donc, le browser gère la redirection, va réinterroger le serveur sur les données, par exemple, à afficher sur la page, par exemple, la page de confirmation de notre formulaire, qui va ensuite s'afficher. L'intérêt de faire ça, c'était que quand on arrive sur la page de confirmation et qu'on essaye de faire F5, on ne se retrouve pas avec le navigateur qui veut nous demander de réenvoyer les données. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, quand on fait F5 sur cette page-là, on recharge que la partie du bas, donc que le get de la page de confirmation. Et donc, du coup, il n'y a pas ce souci-là. Alors finalement, quels sont les avantages et les inconvénients de cette architecture-là? Les avantages, c'est que c'est simple, hein, c'est une architecture qu'on utilise depuis de très nombreuses années. Il n'y a pas plus simple. Et en bonus, entre guillemets, on a effectivement le navigateur qui va nous faire un feedback visuel quand on va vouloir charger des pages. Vous avez le petit spinner en haut de votre tab, du coup, qui va charger. Et qui va vous indiquer à l'utilisateur qu'il y a quelque chose qui se passe et il n'y a qu'une page qui est en train de se charger. Par contre, on a quand même pas mal d'inconvénients. C'est que à chaque changement de page, du coup, ça nécessite un rafraîchissement complet de la page. Et que du coup, il y a certaines choses qui vont être pas faciles à implémenter, ou peu pratiques, ou même voire impossibles. C'est-à-dire, par exemple, gérer le focus entre différentes pages qui a un état client, ça va être un peu compliqué. Imaginez par exemple, sinon, une page produit que vous voulez mettre en favori. Imaginez qu'on fasse du coup ce que j'ai parlé juste avant, avec le pattern du post-redirect get sur la mise en favori. Donc du coup, avoir un rechargement de page quand je mets un produit en favori, ça paraît un peu lourdingue. Et des choses qui sont complètement impossibles, donc les transitions de page, ce genre de choses-là, on va complètement oublier. Et de plus, effectivement, on va avoir un feedback visuel qui va être assez éloigné. Donc, imaginez, j'ai mon formulaire, je clique sur mon bouton de soumission de formulaire, mais je n'ai pas de spinner à ce moment-là. En fait, c'est juste le browser qui va nous indiquer qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais du coup, ce n'est pas relié vraiment à l'élément avec lequel je viens d'interagir. Donc, du coup, pour tous ces inconvénients-là, qui sont principalement des inconvénients d'UX, en fait, on a du coup créé de nouvelles architectures pour essayer de remédier à ce problème-là. La nouvelle architecture qui
qui a émergé à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle du coup la PEMPA ou Progressively Enhanced Multi-Page Application. Donc le page load se passe à peu près comme la MPA, c'est-à-dire que du coup, on va demander le serveur la page, le serveur va nous répondre la page HTML, et ensuite on va charger du JavaScript pour du coup faire ce côté Progressive Enhancement. Et notamment, ce qu'on peut faire, c'est que du coup, toute la partie de navigation, grâce au JavaScript, on peut la gérer côté client. Donc là, on se retrouve avec du coup une navigation qui serait gérée côté client, donc toute la partie routing qui serait gérée côté client, et avec des chargements de données qui se feraient en Ajax. Le problème, entre guillemets, c'est que avec ce genre d'architecture, vous devez aussi gérer le fait que la page, vous pouvez faire F5 sur la page, recharger la page, ou venir directement sur la page depuis la page d'un produit en particulier depuis Google. Donc vous devez gérer à la fois le routing côté serveur, mais aussi le côté Ajax côté client, etc. Ce qui va demander pas mal de boulot. Donc ça fait partie des inconvénients. Donc l'avantage, c'est globalement, par rapport à l'architecture précédente, c'est on va avoir une meilleure UX. Par contre, du coup, ça va demander beaucoup plus de développement pour gérer tout ce qui était natif, comme la gestion des formulaires, etc., qu'on va devoir tout gérer en Ajax. Une grosse duplication du coup de code back et front, ou devoir gérer, comme je vous ai dit, donc l'affichage d'une page depuis le chargement initial ou le chargement d'une page depuis une navigation qui serait faite côté client, donc avec de l'Ajax, etc. À cette époque-là, c'était principalement aussi du JS qui était fait avec du jQuery, donc du code impératif, pas forcément idéal, etc. Ce qui va globalement, tout ça, ça va nous entraîner aussi pas mal de bugs, parce qu'il y a pas mal de choses qu'il faut gérer du coup nous-mêmes. Donc on a un avantage, une meilleure UX, mais beaucoup d'inconvénients. Donc, suite à ça, encore une fois, une nouvelle architecture a émergé, c'est les fameuses Single Page Applications. Donc, les Single Page Applications, globalement, on va interroger le serveur pour la page HTML, mais la page HTML va être juste un stockage d'une page vide, et ensuite, c'est côté JS que tout va se passer. Donc, le routing va se produire à ce moment-là, même au niveau du chargement initial de la page, où on va aller charger les datas en Ajax. Et pour la navigation, c'est comme ce qui se passait avant avec la PEMPA, du coup, où du coup tout va se produire en Ajax aussi. Donc dans ces cas-là, on va se retrouver avec quels avantages et inconvénients. On va avoir toujours l'UX amélioré, ça va pas changer. Et on va avoir surtout du coup la DX, donc la développeur expérience. Donc une meilleure expérience pour les développeurs, avec du coup aussi beaucoup de suppression de duplication de code, parce qu'on n'a plus besoin de gérer entre guillemets à la fois le rechargement et la navigation, etc., comme j'ai pu l'expliquer juste avant. Du code déclaratif avec les frameworks modernes, donc React, Vue et tous les autres frameworks qui font de la même manière, et des outillages modernes, donc tous les Webpack, les Vite, etc., qui vont nous aider du coup dans le développement de ces SPA. Par contre, le principal inconvénient, c'est quand même le SEO, c'est pas terrible. Et on a aussi des bundles qui vont du coup être de plus en plus gros avec ces architectures, parce que du coup, on inclut de plus en plus de JS, des frameworks, etc. Un temps de chargement initial qui n'est pas terrible non plus, parce qu'on a besoin de charger une page qui est relativement vide et qu'ensuite tout va se produire en JS derrière. Donc du coup, forcément, ça impacte le temps de chargement. Plus des performances qui vont être réduites pour les smartphones. Donc, c'est pareil, on a beaucoup d'avantages, mais on a encore des inconvénients. Donc, on a essayé d'évoluer encore une fois vers une nouvelle architecture. Et cette nouvelle architecture, du coup, c'est la Server-Side Rendered Single Page Application, donc SSR, SPA, entre guillemets, donc, où tout va se passer globalement comme une PEMPA, entre guillemets, donc au niveau du chargement, c'est le serveur qui va nous renvoyer le HTML, du coup, là, directement, le contenu dans le HTML, on va dire. Et au niveau de la navigation, on va être, pareil, en Ajax, avec, du coup, de navigation fluide, etc. Et donc, du coup, potentiellement, une UX améliorée. Donc, les avantages, UX améliorée, DX améliorée, plus de problèmes de SEO, et des performances qui sont correctes, alors, en fonction, du coup, éventuellement
de certains cas. Ah, je vais bouger ma souris, c'est bon. Et par contre, quelques inconvénients, du coup, bah oui, alors il faut un serveur Node effectivement pour pouvoir gérer la création, on va dire, des composants qui sont faits en JS du coup avec un serveur Node. Et on a forcément aussi une phase d'hydratation qui va se retrouver du coup avec ces architectures-là. Donc voilà, donc des avantages, des inconvénients, mais aujourd'hui c'est l'architecture qui sera un peu la plus aboutie, qui va nous apporter un peu le plus d'avantages, avec du coup des inconvénients un peu mitigés, donc on a réussi du coup à éliminer au fur et à mesure de ces différentes architectures. Ensuite, du coup, je vais vous parler donc des différentes techniques de rendu. Donc c'est spécifiquement justement sur cette architecture de SSR SPA où on va pouvoir avoir différentes techniques de rendu, encore une fois, pour générer notre page. Donc la première technique de rendu, c'est ce qu'on appelle le dynamic rendering, ou c'est le SSR classique, j'ai envie de dire, le SSR de base en fait. C'est-à-dire qu'en fait les pages sont gérées à la volée. Donc chaque requête, le serveur, donc Node, va régénérer la page et le HTML. Donc, l'avantage, c'est que le contenu est complètement dynamique, parce que du coup, chaque requête, du coup, on recalcule tout. Donc, du coup, on peut avoir mis à jour un contenu dans un back-office ou ce genre de choses. Là, l'information, elle va être fraîche, entre guillemets. Par contre, du coup, forcément, on va avoir beaucoup de consommation de ressources côté serveur. Des réponses qui ne sont pas forcément très rapides, parce qu'il faut tout recalculer à chaque fois. Et potentiellement, ça va nécessiter, si on veut justement améliorer ces problèmes de performance, de la mise en cache extérieure, avec des outils comme Varnish ou ce genre de choses, mais qui vont ensuite impliquer d'autres problématiques comme de l'invalidation de cache ou ce genre de choses. Donc voilà, ça peut être une solution, mais on voit que forcément, ce n'est pas forcément la solution la plus idéale. Et par rapport à du client-side rendering, donc du SPA classique, finalement, on n'est pas plus rapide, on ne sera pas plus performant finalement, parce qu'on va faire globalement le même traitement, sauf que le traitement, là, on va le faire côté serveur plutôt que de le faire côté client. Mais en temps total, ce sera assez similaire. Deuxième technique qu'on va pouvoir utiliser, du coup, c'est donc le SSG, donc le Static Site Generation. Donc l'idée, c'est de générer votre site, du coup, pendant la phase de build. Donc la phase de build, c'est quand vous allez builder votre application, souvent, en fait, npm run build, et donc du coup, là, vous générez votre site directement avec du contenu statique. Donc toutes les pages vont être générées, et vous pouvez techniquement, potentiellement, en fonction de l'outil, mais prendre ces pages et les stocker sur un serveur de type S3 qui fait juste serveur web, et du coup ça fonctionne directement. Donc les avantages, c'est que du coup, là, au niveau de la charge du serveur, on l'a quasiment éliminé parce que tout est statique du coup, et forcément on va avoir une réponse serveur qui va être très rapide. Donc les inconvénients, par contre, c'est que les pages est statique, donc elle n'est plus dynamique. C'est jusqu'à la prochaine compilation, votre page est complètement statique. Alors vous pouvez avoir des morceaux d'Ajax toujours dans votre page qui vont venir éventuellement rendre quand même votre page dynamique, mais on parle quand même du contenu principal. Le contenu principal de votre page, il doit être présent dans la page pour le SEO, c'est important. Et donc du coup, un deuxième inconvénient qui serait des phases de compilation un peu longues, parce que forcément il faut tout générer pendant la phase de compilation. Mais du coup, ça n'arrive pas forcément très souvent, donc c'est pas non plus un inconvénient majeur. Donc voilà une technique de rendu qui est bonne mais pas optimale encore. L'incremental static regeneration, c'est une technique de rendu qui va essayer de se situer un peu du coup entre les deux, entre le dynamic rendering et le static site generation. Donc en gros, c'est les pages vont être générées, alors soit à la demande la première fois, ou soit on peut les pré-générer un peu comme le static site generation en phase de build si possible, mais ensuite on va les mettre en cache pendant un certain temps globalement. Une fois que ce temps va être écoulé, du coup, en fait, l'outil, donc par exemple si on prend Next.js par exemple, va du coup builder la page, nouvelle page en background, et du coup va la rendre disponible aux prochains utilisateurs, et donc les prochains utilisateurs qui reviendront sur votre site, donc une fois que ce délai de mise en cache sera dépassé, auront du coup le nouveau contenu.
Donc les avantages, c'est pareil, on a toujours une charge réduite du serveur parce que globalement, ça dépend de votre durée de mise en cache, mais si vous mettez 1 heure de mise en cache sur une page, du coup, votre page, pendant 1 heure, toutes les personnes qui vont essayer d'accéder à cette page-là, ce sera comme si c'était une page statique. Donc finalement, une charge réduite et une réponse rapide du serveur. Même pour les pages qui se seraient, qui devaient être régénérées, comme elles sont régénérées en background, ce n'est pas l'utilisateur qui va être pénalisé, qui va générer lui-même la page, entre guillemets, ou le cache, avec des techniques de cache classiques, par exemple comme du varnish ou ce genre de choses. C'est l'utilisateur qui, la première fois, va charger le cache, et lui, le premier utilisateur qui va utiliser votre site, va se prendre un temps de génération qui va être plus long, et c'est les suivants, du coup, vont bénéficier du cache. Mais là, non, du coup, tout le monde, du coup, va pouvoir bénéficier du cache, entre guillemets, parce que c'est fait en background. Le contenu est beaucoup plus dynamique, enfin, je dis pseudo-dynamique, parce que du coup, c'est toujours avec ce delta de temps de mise en cache, entre guillemets. Mais du coup, on va pouvoir avoir du contenu, en tout cas, qui est plus dynamique que sur un site qui est en static site generation. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a aussi cette technique de rendu. Et on a aussi, par exemple, sur du Next.js, par exemple, aussi la possibilité de faire de la revalidation à la demande, c'est-à-dire d'avoir votre back-office, par exemple, qui va mettre à jour, du coup, votre base de données. Et donc, votre back-office pourrait, du coup, dire à Next.js, par exemple, voilà, j'ai mis à jour telle donnée, et donc, du coup, tu dois aller régénérer telle page, parce que cette donnée est utilisée dans telle page, ou telle page, avec un S. Et donc, du coup, Next va, du coup, régénérer ces différentes pages. Donc là, vous avez vraiment, entre guillemets, le côté dynamique qui est vraiment optimal, parce que du coup, vous faites une modification, ça va régénérer les pages automatiquement. Donc en fait, pour le coup, vous n'avez plus un contenu pseudo-dynamique, mais vraiment un contenu dynamique avec la revalidation à la demande. Donc par contre, les inconvénients, c'est si vous utilisez une revalidation du contenu basé sur le temps, forcément, c'est que du coup, vous ne pouvez pas contrôler vraiment, c'est-à-dire vous vous dites, ok, c'est ok pour moi de dire que la page, elle soit en cache pendant 1 heure, et que si jamais je mets à jour mon contenu, potentiellement pendant 1 heure, ma page ne sera pas à jour sur mon site, quoi. Ou si vous faites de la revalidation à la demande, du coup, vous devez développer en fait cette logique de revalidation. C'est-à-dire que vous devez faire en sorte que vous avez votre back-end, votre back-office qui va dire à Next, voilà, tu dois te remettre à jour. Donc ça demande quand même un peu de développement. Enfin, la dernière technique, du coup, je vais vous parler, c'est la Jamstack. Alors, ce n'est pas vraiment une technique à part entière, entre guillemets, c'est plutôt un dérivé du Static Site Generation, principalement. Donc, c'est du SSG. Mais en fait, la Jamstack, la particularité, c'est quoi? C'est qu'en fait, le contenu va être principalement intégré dans votre code source. Donc, dans Git, principalement, du coup. Et l'idée, c'est qu'en fait, on va mettre en place des déploiements automatisés qui vont mettre à jour du coup le site automatiquement quand on va merger une merge request, une PR ou ce genre de choses dans le code. Donc l'intérêt, c'est que pareil, en fait, c'est les mêmes intérêts que le Static Site Generation. Vous avez tout qui est super rapide, mais l'intérêt, c'est que si vous mettez en place des déploiements automatisés, vous pouvez avoir un contenu qui est quand même mis à jour à chaque fois que vous le mettez à jour dans votre code. Donc finalement, c'est dynamique finalement. Mais l'inconvénient, c'est que du coup, il faut que ça puisse convenir. C'est-à-dire qu'il faut que votre contenu soit géré dans Git. Alors après, on pourrait imaginer des systèmes qui mettent à jour, qui font automatiquement des pull requests quand une base de données est mise à jour, ce genre de choses. Mais enfin bon, ça peut être un peu fastidieux à mettre en place. Voilà, c'est ce genre de techniques qu'on pourra facilement utiliser, par exemple pour un blog, pour un site de documentation. Vous pouvez mettre en place, par exemple, avec des outils comme VidPress, VuePress, Docusaurus, ce genre de choses, quoi. Voilà un petit tableau récapitulatif. Donc le premier, c'est le client-side rendering. Donc c'est vraiment, genre, je ne fais pas de SSR, je vais juste côté client comme une SPA classique. Ensuite, le SSR que j'ai mis, c'est comme le dynamic rendering, donc c'est le SSR de base. Et vous avez donc en haut, est-ce que c'est SEO? Vous avez le CSR, donc côté client, non, c'est pas SEO. La charge côté serveur, elle va être pas très bonne pour le SSR, parce que forcément tout est fait à la demande, et donc du coup à la volée. Le temps de chargement,
bah, va pas être très bon sur le CSR et le SSR, mais il va être OK sur les autres. Et à l'inverse, bah, du coup, le contenu dynamique, oui, il est dynamique sur le CSR et le SSR, bah, du coup, c'est l'inverse du temps de chargement. Il n'est pas très dynamique pour le SSG. Par contre, pour l'ISR et la Jamstack, j'ai mis, du coup, bon, il est pseudo-dynamique parce que ça va dépendre un petit peu de ce que vous mettez en place, etc. Mais vous pouvez quand même avoir, du coup, quelque chose de, du coup, de plus ou moins dynamique en fonction de ce que vous allez utiliser. Et enfin, le dernier point, c'est le côté serverless. Est-ce que j'ai besoin plus ou moins d'un serveur node pour faire tourner? Bah, j'ai besoin d'un serveur node pour faire tourner le SSR et l'ISR. Par contre, je ne vais pas forcément avoir besoin d'un serveur node pour le CSR, le SSG et la Jamstack, qui est la même chose que le SSG globalement. Donc, en conclusion, finalement, tout ça, qu'est-ce que ça nous dit? C'est, bah, posez-vous la question quand vous faites un site, finalement, est-ce que mon site doit être headless ou pas? Parce que si vous utilisez des outils comme WordPress, Drupal, etc., alors ces outils-là peuvent fonctionner en mode API, parce que du coup, bah, les SPA, etc., ça a pris beaucoup. Et donc du coup, maintenant, ces outils-là, ils se sont transformés pour pouvoir offrir la possibilité d'être utilisés avec des SPA en mode headless, etc. Par contre, le problème, c'est que si vous faites ça, c'est que vous allez quand même perdre une bonne partie des fonctionnalités qui sont inhérentes à l'outil de base. Et donc, du coup, ce n'est pas forcément une très bonne idée. Ça peut être une bonne idée, mais du coup, il faut quand même comprendre que du coup, vous allez perdre une partie des fonctionnalités de base du Drupal ou du WordPress ou ce genre de choses. Vous allez devoir redévelopper, entre guillemets, dans votre SPA. Donc dans ces cas-là, peut-être que d'autres solutions maintenant, parce qu'on disait que pour la PEMPA, ce qui n'était pas terrible, c'était de faire du jQuery en mode du coup impératif, etc. Mais maintenant, aujourd'hui, on a quand même d'autres solutions, par exemple AlpineJS, HTMX, ou alors utiliser du Vue.js en mode Progressive Enhancement. Donc ça veut dire qu'on utiliserait, on ferait du PEMPA, entre guillemets, avec ces outils-là qui permettraient du coup de faire du code un peu plus déclaratif et beaucoup moins impératif que ce qu'on faisait avant, en tout cas avec du jQuery. Enfin, les SPA sont encore des architectures qui peuvent toujours être valides si on n'a pas besoin de SEO. Donc, si on n'a pas besoin de SEO, des cas qui peuvent être en tout cas totalement valides, c'est vous faites un back-office, vous faites une application qui nécessite une authentification avant de pouvoir être accédée, ou vraiment une application qui n'a pas de contenu indexable. Par exemple, je prends Excalibro. Excalibro, c'est une SPA. Donc, du coup, c'est vraiment, vous regardez le code, regardez le code source du contenu HTML, c'est un div vide de base. Mais de toute façon, après, tout se passe dans l'application. Il n'y a pas de contenu. Donc, la SPA est toujours possible dans les cas où le SEO n'est pas nécessaire. Et enfin, du coup, pour les différentes techniques de rendu, on peut se poser la question, donc on pourrait se poser la question, si je peux gérer mon contenu dans mon code source finalement, dans ce cas-là, autant partir sur de la Jamstack avec des outils, comme je vous ai dit, Docusaurus, VidPress, etc. Si votre contenu est majoritairement statique, vous pouvez faire du SSG, tout simplement. Si vous pouvez faire une logique de mise à jour, parce que vous avez besoin de ce côté dynamique, vous pouvez faire de l'ISR, du on-demand ISR, avec de la revalidation du coup, que vous aurez implémenté. Sinon, du coup, vous pouvez faire de l'ISR basé sur le temps. Ce sera, je pense, le meilleur compromis avec une durée de mise en cache. Sinon, vous pouvez faire du dynamic rendering, mais il faut comprendre que du coup, là, côté performance, vous ne serez pas très optimal. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Place aux questions si vous en avez. Si vous avez des questions, levez la main. Il n'est pas timide. C'est parce qu'ils sont endormis en fait. Ah, c'est une question. Une petite question ou proposition, je sais pas. Le dernier tableau, je n'ai pas vu parler de